Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, t'as un livre qui sort, toi? Oui, c'est ça. Quand? Le 5 octobre prochain. Ça va porter sur? Ça va porter sur le paranormal. Ça va s'intituler L'enquêteur du paranormal. Ah oui. Et l'ouvrage, en fait, est un peu autobiographique. Donc, ce sont des investigations que j'ai menées, puis je donne un peu mon impression par rapport à ces investigations. Ça n'a rien à voir avec ta vie amoureuse? Non, ça serait un tout autre roman. Oh, que oui. Et laisse faire les photos. Pourtant, c'est le meilleur moment. Peut-être pour toi, peut-être pas pour les autres. T'es pas voyeur un petit peu, ça? Ben, ça dépend avec qui. Pas avec toi, Minou. Avec tout nu, là. Merci. Garde ton chupacabra dans tes culottes. Il est où ce livre-là? Peux-tu le voir, moi? Je vais m'en informer auprès de... C'est Librex, ces éditions Librex. Okay, donc, c'est eux qui... OK, je vais attendre qu'il se réveille, là, puis je l'aurai quelque part en début 2012. Je vais aller de ce pas. En fait, après l'émission, je vais m'informer auprès de... Non, laisse-les faire leur job. Non, qui s'arrange avec leur job. Puis t'as une nouvelle de Chupacabra pour moi. Ben oui, j'ai dit, on va commencer fort. Il y en a un qui m'écrit, on devrait lâcher un Chupacabra à l'Assemblée nationale, puis qui morde ceux qui sont corrompus. On pourrait savoir qui sont les chèvres. Oui. Alors. Mais il manquerait plus que les bottes de caoutchouc. Mais bon, ça va passer pour autre chose. Bon, comme tu mentionnais, le Chupacabra, oui. Bon, j'imagine qu'il doit vivre dans une sorte de Star Trek parce qu'il se téléporte un peu partout. Une grande famille. Oui. Et aux dernières nouvelles, cette fois, il serait apparu en Argentine, voilà, dans un petit village. J'ai pris une note parce que bon, ça s'appelle Paraje Solitario. C'est en Argentine, oui. Donc. Et là, depuis quelques jours, donc, les agriculteurs sont aux prises avec un animal qui mutile leur bétail. On parle ici de scénarios typiques de mutilation. Donc, la langue arrachée, des yeux mutilés, les organes génitaux, l'ablation des organes génitaux et tout le reste. Il y a des gens, crois-le ou non, oui, il y a des agriculteurs qui affirment avoir vu l'animal. Ils l'ont décrit comme une espèce de chien, mais ont bien précisé que ce n'était pas un chien. Donc, ça ressemble à un chien, mais ce n'est pas un chien. C'est peut-être un chat? Il faut essayer. C'est quoi cette affaire-là? Il faut quand même essayer de décortiquer tout ça. Sache toutefois que les policiers qui ont été appelés sur place ont constaté les mutilations en question et eux-mêmes, donc les autorités, reconnaissent qu'il y a là-dedans quelque chose de très mystérieux. On n'a pas retrouvé autour des animaux de traces de sang. Donc, les animaux semblent avoir été exsangués par cette créature. Mais encore une fois... le sang. Ouais, exact. Et ça nous rappelle que dans la même région, les policiers ont fait remarquer que dans la même région, il y a 2 ans, une série de morts semblables s'était produite. Et encore une fois, les autorités avaient trouvé ça très étrange, mais n'étaient pas arrivées à ce moment-là à déterminer quelle était la source de ces attaques. Et les attaques avaient perduré, donc, comme je te dis, pendant quelques semaines, puis s'étaient arrêtées. Et puis voilà que 2 ans plus tard, les mêmes attaques reprennent. Faut croire que le Chupacabra a un système digestif très, très, très lent. Donc, il mange une fois toutes les 2 ans. Donc, voilà pour notre nouvelle du Chupacabra. Où sera-t-il la semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais c'est un peu, comme je te l'ai mentionné un peu avant l'émission, c'est un peu ça comme les petits gratteux grincheux de Canadian Tire. Ça revient tous les années. Il faut le suivre. Ça te tente pas dans tes aventures littéraires de faire un livre comme Où est Charlie, mais Où est Chupacabra? Et là, à chaque page, là, t'as des cadavres, puis tu sais, on cherche le Chupacabra au milieu. Oui, ça pourrait être une idée. C'est un peu sanguinolent, mais bon, tu sais, il y a l'Halloween qui s'en vient. Oui, exact. La table ronde. J'espère que tu vas m'inviter à ton party. Ben oui. Tout le monde costumé, hein. J'aime ça, les adultes qui sont costumés, moi. Ah, ben, mon costume est fin prêt. Ah, j'en doute pas. OK, c'est la table ronde qui aurait été retrouvée. Ben oui, voilà. Donc, l'affaire dont je te parle concerne un endroit qui s'appelle le Nœud du Roi. En fait, c'est un tertre géométrique qui se trouve dans les jardins du château de Stirling en Écosse, c'est tout près d'Édimbourg. Alors, le château lui-même date du 16e siècle, mais la forme dont je te parle, qui est incorporée au jardin, daterait de beaucoup plus longtemps que la construction du château. En fait, au moment où on a construit le château au 16e siècle, cette forme-là, ce tertre qui ressemble à un double hexagone, mis l'un sur l'autre avec un centre circulaire,
Cette structure-là ou cette forme-là existait déjà au moment de la construction du château. On l'a simplement incorporée dans les jardins du château. Alors voilà qu'au début de l'été, un groupe de chercheurs d'Édimbourg ont entrepris de faire une investigation de ce tertre rocheux en utilisant des méthodes non invasives. Donc, on a passé aux rayons X, photosatellites et tout le reste. Et puis, ce qu'on a déterminé, c'est qu'en fait, ce tertre, faut comprendre que sur le plan folklorique, certains associent ce tertre, on le fait remonter aussi loin qu'aux légendes arthuriennes, donc le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde. Alors voilà que les travaux menés par ces archéologues d'Édimbourg semblent démontrer effectivement que ce tertre pourrait cacher des vestiges d'un ancien lieu païen ou un ancien lieu de culture. Et en fait, on regarde dans des textes historiques, on nous dit qu'autrefois se dressait à cet endroit une chapelle dans laquelle se réunissaient le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Alors puisque effectivement le tertre semble cacher des vestiges, pourquoi pas cette fameuse chapelle dont parlent les légendes où le roi Arthur se cachait. Même au centre de ce tertre rocheux, il y a une sorte de structure circulaire qui fait à peu près 2,50 m et certains parlent qu'il pourrait peut-être même s'agir de la fameuse table ronde du roi Arthur. Mais c'est pas sûr encore. Non, donc actuellement on n'a pas creusé, on n'a pas entrepris des fouilles importantes ou invasives, vraiment une structure, des rayons X, tout ça. Il est quand même ici important de souligner, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, oui, mais est-ce que le roi Arthur existe? Bon, il faut quand même se dire que sur le plan historique, la plupart des scientifiques ne croient pas qu'un roi Arthur a existé, à tout le moins pas celui qu'on imagine dans la littérature ou dans les légendes. Donc, ce chevalier, ce Arthur Pendragon avec ses costumes argentés, ses armures argentées, entouré de ces nobles chevaliers à la quête du Graal. Il faut comprendre que ces récits apparaissent aux alentours de l'an 1000 et on est déjà à ce moment-là avec un 500 ou 600 ans d'histoire orale qu'on s'est transmis. C'est une tradition orale. Personne prend des notes. Personne prend des notes. Ouais. On sait toutefois que lorsque l'on regarde, en fait, les premières légendes du roi Arthur apparaissent aux alentours de l'an 1000 sous la plume, en fait, d'un barde qui s'appelle Chrétien de Troyes. Et puis après ça, l'histoire va s'amplifier, va se transformer. Ce que l'on sait, par contre, c'est dans ces légendes arthuriennes, on fait référence à des lieux. On fait naître, par exemple, ce Arthur Pendragon, on le fait naître aux alentours du 5e siècle, quelque part dans un château en Cornouailles, le château de Tintagel. Or, curieusement, il y a de véritables références historiques, géographiques, devrais-je dire. Donc, si on va dans le sud de l'Angleterre, effectivement, à Tintagel, on retrouve les ruines d'un ancien château qui pourrait avoir été érigé aux alentours du 3e ou 4e siècle. Donc, peut-être le lieu de naissance du roi Arthur. Donc, il y a un contexte historique. Donc, on a un contexte, on a des références géographiques que l'on retrouve dans les légendes arthuriennes qui semblent dire qu'il y a peut-être un fond de vérité. Sur le plan historique, les scientifiques, les historiens croient que le roi Arthur a peut-être été un noble chevalier qu'à une époque où les Romains, les Byzantins ont envahi les pays anglo-saxons, peut-être cet homme-là a-t-il pris les armes pour défendre les anglo-saxons contre l'invasion romaine. Et finalement, comme tu le sais, les légendes sont souvent plus grandes que nature et avec un 500 ou 600 ans d'histoire légendaire, le roi Arthur est devenu ce défenseur de la veuve et de l'opprimé avec Merlin et tout le reste. Et bon, et voilà. Il y a plusieurs histoires comme ça, qui ont pris des proportions un peu alarmantes. Oui. C'est soit devenu une religion. Oui, j'allais te parler de Raël, mais mieux vaut éviter le sujet. Non. On a l'impression qu'il y a moins d'ovnis ces temps-ci. Oui, effectivement, beaucoup de gens me posent cette question-là, et en particulier dans les médias, on a l'impression que le sujet des ovnis est moins évoqué, et moins évoqué semble être synonyme d'une diminution des observations. En fait, c'est une fausse perception que les gens ont. Ah oui? En fait, c'est du moins ce que semble soutenir le MUFON, le Mutual UFO Network. C'est une organisation américaine. On dit d'ailleurs qu'elle est la plus grosse organisation privée au monde d'enquête sur les ovnis. Et ces gens-là, donc, ont rendu récemment public une série de statistiques qui montrent qu'au cours des dernières années, les observations d'ovnis n'ont pas diminué, mais au contraire ont augmenté. Les gens du MUFON reçoivent ces temps-ci à peu près 500 observations ou 500 rapports d'observation comparativement à 300 il y a quelques années. Par année? Non, par mois. On parle ici de 500 observations. Oui. 500 observations par mois. Mais là, Christian, sérieusement, avec toute la technologie dont on dispose, avec tous les cellulaires, avec tout ce qui filme, je
peux pas croire, il y en a pas un qui a une preuve. Ben, tu sais qu'on a seulement que 5%, entendons-nous, lorsqu'on parle de 500 observations rapportées chaque mois au MUFON, on parle d'une organisation qui a des ramifications dans tous les États et même dans certains pays étrangers dans le monde. Ah oui. Et on parle donc de 500 observations par mois et MUFON reconnaît que seulement 5% d'entre elles vont demeurer non identifiées. Hein. Le reste, ce sont des avions, des météorites, des corps astraux, etc. Donc, on trouve des explications, mais pour 5%, on ne trouvera pas d'explication. Alors, pourquoi les médias en parlent-ils moins maintenant, même si les observations sont en augmentation? Ben, je pense que c'est une lassitude. Hein? C'est-à-dire que je parle des ovnis aujourd'hui, j'en ai parlé le mois dernier, et je n'ai à peu près rien de plus à dire. Tu vois, le sujet est un peu stagnant. Des gens voient des choses dans le ciel pour lesquelles on n'a pas d'explication, mais on est toujours en quête d'une preuve de façon déterminante qui nous indiquerait qu'on est visité par des extraterrestres. Sinon, on n'est qu'en présence d'anomalies aériennes pour lesquelles on n'a pas d'explication, augmentation ou non à la clé. Très bien. On s'arrête un instant. On est avec Christian Page. Christian Page, pour sa chronique Mythes et complots, il y a le décès de Charles Hickson. Qui est-il et pourquoi s'intéresse-t-on à son cas? Oui, tu vois, Charles Hickson, en fait, cette histoire-là me touche personnellement, puis tu vas comprendre pourquoi. Hickson, actuellement, j'en suis à travailler sur une prochaine saison des Dossiers Mystères qui sera éventuellement diffusée à Canal D, et j'avais choisi de parler dans cette future saison de Dossiers Mystères de cette histoire qui est tout à fait extraordinaire. Hein. Charles Hickson, en octobre 1973, avec un de ses compagnons, Hickson à l'époque avait 42 ans, il pêchait sur un débarcadère à Pascagoula, au Mississippi, avec son compagnon Calvin Parker, 19 ans. Donc, les deux bonhommes travaillaient dans un chantier naval de l'endroit. Ce soir-là, ils se retrouvent à l'extérieur du chantier naval. Ils pêchent dans la rivière Mississippi. Et, selon leur dire, un objet serait arrivé comme ça au-dessus du chantier, un objet qui ressemblait un peu à un œuf. Il y avait des lumières bleues autour de cet objet. Et puis, une porte s'est ouverte, une sorte de porte à glissière. 3 créatures seraient sorties de cet objet-là. Des créatures que Hickson et Parker ont décrit comme une sorte de momie avec, à la place du nez, des oreilles, des sortes de protubérances pointues ressemblant un peu à des glaçons. Les deux bonhommes auraient été pris, amenés à bord de l'objet. C'est Shrek? À peu près. Et pendant donc à peu près 1 heure, ces bonhommes-là, ces deux individus, Hickson et Parker, ont été soumis à des tests ou des expériences à l'intérieur de l'objet. Ils ont été ramenés sur le débarcadère ensuite. L'objet s'est éloigné. Hickson et Parker se sont immédiatement, le soir même, rendus au bureau du shérif local. Ils ont raconté leur histoire. Le shérif, évidemment très sceptique, les a quand même placés dans une pièce en lui disant, bon, attendez ici, on va prendre votre déclaration. Et il avait dissimulé dans la pièce des microphones. Et on entendait notamment Hickson et Parker qui priaient, qui étaient vraiment dans un état de choc. Ah oui. Maintenant, je ne cautionnerai pas, je ne dirais pas, oui, les gens se font enlever par des extraterrestres. Je reste très réservé là-dessus. Une chose est certaine, l'événement s'est produit en 1973. Et Hickson, comme je te l'ai mentionné à l'époque, avait 42 ans. Il n'a jamais changé au cours des années d'un iota sa version de l'histoire, même si cela lui a amené beaucoup de ridicule. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai parlé avec Charles Hickson, qui était rendu à 80 ans, et je l'ai convaincu de participer à une émission des Dossiers Mystères, donc de raconter pour la énième fois cette étrange histoire qu'il avait vécue. Malheureusement, avant même que je puisse me rendre au Mississippi pour faire cette entrevue, j'apprends que le 9 septembre dernier, donc il y a une semaine à peu près, Charles Hickson est décédé chez lui d'un arrêt cardiaque. Comme je l'ai mentionné, il avait 80 ans. Et tu allais l'interviewer? Non, malheureusement, il est décédé avant que il avait accepté? Oui, il avait accepté. On s'était entendu et je devais m'y rendre là au cours des prochaines semaines pour faire l'entrevue avec Hickson. Et il est décédé subitement à l'âge de 80 ans dans sa résidence de Gauthier, qui est tout près de Pascagoula au Mississippi. Donc avec la mort d'Hickson disparaît là, donc un événement tout à fait extraordinaire parce que son collègue Calvin Parker a très peu parlé de son expérience à bord de l'OVNI. Il faut dire qu'à ce moment-là, Parker avait dit j'avais perdu conscience, donc je n'ai que des brides de souvenirs de ce qui s'est passé. Ouais. Alors qu'Hickson était demeuré conscient tout le long d'expérience, qu'elle soit vraie ou non. C'était quand même une histoire fort intéressante. Astro-archéologie? Mais oui, ça c'est une histoire tout à fait incroyable qui vient de paraître dans le New Scientist aux États-Unis. C'est un article signé par Paul Davis. Davis est un physicien attaché à l'Université de l'Arizona et le directeur de surcroît du projet SETI, dont on a parlé à quelques reprises, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Et voilà que Paul Davis nous dit, puisqu'on n'a eu aucun résultat concret avec le projet SETI, pourquoi ne pas chercher des traces de visites extraterrestres, non pas dans l'espace, mais ici même sur Terre? Alors là, évidemment, ça surprend beaucoup de gens parce que, et Davis de dire, peut-être que les extraterrestres
extraterrestres nous ont déjà rendu visite dans le passé, et s'ils nous ont rendu visite, peut-être qu'il existerait des preuves. Évidemment, j'entends déjà les gens à l'extérieur, les auditeurs qui disent « Ah, Eric Van Daniken, depuis les années 60, nous disait ça, traces de visites extraterrestres dans les pyramides d'Égypte, les statues de l'île de Pâques, les plaines de Nazca. » Mais ce n'est pas ce genre de preuve à laquelle pense Davis. Davis croit, par exemple, on sait que chez les êtres humains, par exemple, dans le codage, dans les gènes, dans l'ADN, il y a ce que les scientifiques appellent de l'ADN résiduel ou du junk ADN. Alors Davis dit, est-ce que dans ce junk ADN, dans ces ADN résiduels, ces chaînes d'ADN résiduelles, est-ce qu'il n'y aurait pas là un codage qui prouverait, par exemple, qu'autrefois, on aurait eu une sorte de métissage avec des êtres venus d'une autre planète? Donc, tu vois un peu ce genre de recherche. Il parle également du plutonium-244. Donc, c'est une substance radioactive qui existe de façon très minime sur Terre. On en retrouve de façon infinitésimale. Alors, Davis dit, si on en trouvait un gros dépôt à un endroit précis, peut-être que ça nous prouverait que des extraterrestres sont venus avec des engins qui utilisaient la propulsion atomique, l'énergie atomique, et là, il y aurait un grand dépôt de ce plutonium-244. Donc, si on trouvait ces éléments-là, on pourrait peut-être arriver à la conclusion que dans un passé fort lointain, la Terre a été visitée par des extraterrestres. Est-ce qu'on sait où chercher? Non, on ne sait absolument pas où chercher. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il existe quand même en archéologie, j'en ai parlé ici il y a quelques mois, il y a des objets qui sont dans des musées, qui sont ce qu'on appelle des artefacts qui sont en dehors du temps, des artefacts qui ne devraient pas exister ou qu'on a retrouvés à des endroits où on n'aurait pas dû les trouver. Et ces artefacts-là, malheureusement, n'ont jamais été mis dans des vitrines de musées, mais dorment dans des réserves. Et je pense notamment à des petits objets qui m'ont toujours très impressionné, que j'ai vus. Ce sont ce qu'on appelle des nanospirales. Ce sont des tout petits objets presque microscopiques. Ces objets-là sont faits en tungstène. Ils ont été visiblement usinés. Ils ont été trouvés dans l'Oural, en URSS, dans des couches sédimentaires qui datent de 100 000 ans. Donc, difficile d'imaginer nos ancêtres, il y a 100 000 ans, usinant des micro-objets en forme de spirale faits de tungstène. Ouais. Des tomahawks avec... ouais. Exact. Et ces objets-là, malheureusement, sont dans une boîte de chaussures dans une université à Moscou et personne ne s'y intéresse. Alors peut-être que peut-être que Davis a raison, peut-être que des preuves extraterrestres... Donc il y a un point de départ. Il y a un point de départ, faudrait peut-être regarder. Merci beaucoup, Christian Page, pour cette chronique et on se reparle la semaine prochaine. Merci à François, à Larry et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. Il y a Paul Aude qui suit après ces infos. À demain.